Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. We've already lost the war. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hegemon, une émission dirigée par Karine Béchegolovko de Récit Politique et par moi-même d'ODC TV. Alors aujourd'hui, malheureusement, le point de départ de notre échange va être un drame, le drame qu'a connu la Russie le vendredi dernier, soit le 22 mars, le soir, dans le Crocus City Hall, où 4 personnes armées sont entrées pour commettre un carnage et un massacre sur des gens civils, non armés, avec des enfants, des femmes, des hommes, causant la mort de 137 personnes, avec 180 blessés jusqu'à présent, parce qu'effectivement, des blessés peuvent malheureusement intégrer la comptabilité des morts, mais c'est le bilan jusqu'à présent. Karine Béchegolovko, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que les 4 personnes qui ont commis cette attaque terroriste étaient tous de nationalité tadjik, Oui. mais dont un, bizarrement, aurait servi dans les forces armées ukrainiennes, et sur les canaux Telegram, il y a des photos de son passeport qui circulent, selon lequel il aurait également la citoyenneté ukrainienne. Alors, que sait-on exactement jusqu'à présent, grâce à l'enquête qui a été entamée dès le début ? Alors, pour l'instant, on sait peu de choses, puisqu'il faut quand même pas oublier que ça s'est passé vendredi soir. Ça a été particulièrement inattendu. Donc, selon les premiers éléments de l'enquête, 4 personnes seraient rentrées armes à la main dans ce bâtiment Crocus City Hall, qui est une salle de concert, qui se trouve en banlieue de Moscou. C'est l'une des plus grandes salles de concert de Moscou et qui est adjointe à une salle d'exposition qui s'appelle Crocus Expo. Ils sont arrivés, ils ont tiré sur les gardiens à l'entrée. Déjà, il faut savoir que les gardiens dans ces bâtiments ne sont pas armés, parce qu'ils n'ont pas d'autorisation a priori de port d'armes, comme les gardiens dans les centres commerciaux que l'on voit, etc. Ça, c'est un choix qui a été fait justement de pas militariser la société. On n'est pas aux États-Unis pour que tout le monde se balade avec une arme en main. L'arme, c'est sérieux, puisque une arme, si on l'a, c'est pour l'utiliser à un moment donné. Et pour ça, il faut être habilité, il faut être formé pour le faire. Quoique, aujourd'hui, un projet de loi a été déposé à la Douma en Russie pour justement soulever la question de l'armement des gardiens dans ces entreprises privées. Donc, ça va ouvrir le débat à nouveau. Donc, ils sont rentrés, ils ont tiré. Et différentes vidéos qui ont été diffusées montrent qu'il s'agissait réellement d'un carnage. Et ils avaient manifestement pour mission d'abattre un maximum de personnes. L'essentiel des gens qui sont morts, puisque nous en étions ce matin à 137 morts et 182 blessés, c'est quand même beaucoup, comme tu venais de le rappeler. Déjà, il faut savoir que ces gens sont essentiellement morts par balle ou par asphyxie, puisque nous avons été confrontés à un crime particulièrement ignoble qui rappelle les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les gens étaient enfermés dans des bâtiments avec peu d'issue, voire pas d'issue, qu'ils étaient pris pour cible par des hommes armés. Et ensuite, le feu était mis au bâtiment. C'est exactement ce qui s'est passé à Crocus City Hall. Les gens les portes de secours étaient fermées, verrouillées. Certaines portes, attention, la différence entre les portes de secours et la question entre les portes de service. Justement, le comité d'enquête va enquêter sur le sujet, puisque des portes de service effectivement ont été fermées, puisqu'a priori elles sont fermées, et se pose effectivement la question de l'accessibilité de certaines, pas de toutes, de certaines portes de secours, parce que si toutes les portes de secours avaient été fermées, nous en serions à 1 millier de morts.
Donc, effectivement, après, derrière, sur ce grand bâtiment, la question de la gestion, en fait, dans l'urgence des sorties de secours va être analysée, en particulier par les enquêteurs. Ce que l'on peut noter a priori déjà aussi, c'est le courage des gens, des simples gens, puisque on a vu par exemple un petit garçon qui avait une quinzaine d'années, qui travaillait pour se faire un petit peu d'argent au vestiaire et qui a guidé une centaine de personnes et qui les a sauvées vers la sortie en les faisant passer justement par la porte de service qui mène à Crocus Expo. Les gens simplement dans la salle aussi qui ont pu réagir, guider d'autres personnes qui sont restées calmes. Les gardiens aussi qui ont calmé tout le monde et qui ne sont pas sauvés, qui sont restés et qui sont partis les derniers et qui rentraient à nouveau pour aller chercher les gens, les faire sortir et les aider. Donc, on a vu une conduite qui était extrêmement posée. Pourtant, les gens étaient en situation de stress. C'était un véritable carnage. Et ils se sont comportés de façon humaine. Il y a eu des choses absolument atroces derrière qui ont été découvertes. Par exemple, pour fuir les tirs, des gens sont souvent en fait cachés dans les toilettes. Et malheureusement, on a trouvé dans un toilette 28 personnes asphyxiées à cause de l'incendie, qui ont perdu connaissance et qui sont morts. Il y avait des mères qui étaient avec leurs enfants qu'elles tenaient dans leurs bras pour les protéger. Donc, nous sommes vraiment face à une scène qui rappelle les horreurs nazies. Et je peux pas considérer et appeler cela simplement comme un attentat terroriste, comme on essaye de le vendre. Comme on rappellera que les médias, ça a commencé par les États-Unis, l'Europe évidemment très docilement a suivi, tous les médias se sont alignés, en nous expliquant tout de suite que ce n'était absolument pas l'Ukraine, alors que personne ne parlait de l'Ukraine à ce moment-là. Et en nous ressortant un canal Telegram qui dormait depuis des années d'un groupuscule tadjiko-afghanais d'IGIL, de l'État islamique, qui aurait revendiqué ça, et sans aucune vérification. Comme par hasard, tout d'abord, les responsables américains ont affirmé que, l'Ukraine n'y était pour rien, et que deux, c'est bien l'État islamique, sans aucune vérification. Qu'il n'y ait pas d'enquête. Voilà, et tout a été repris. Après, l'on voit effectivement certaines choses surprenantes aussi dans ce déroulement. On a l'impression que certaines choses ont été faites selon un certain scénario. Il y a eu une sorte d'égorgement, mais qui n'était pas professionnel, qui n'était pas adapté. Ça ressemble plus à un massacre de quelqu'un qui essaye de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Les personnes les 4 ont été filmées. La voiture, la Renault blanche dans laquelle ils sont partis, a été filmée. Et en quelque sorte, ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'ils n'aient pas changé de véhicule puisqu'ils sont dirigés vers la frontière ukrainienne. Ni de vêtements d'ailleurs. Oui, de vêtements, rien n'a été changé. Et ils étaient à visage découvert. C'est fou. Donc, il y a un côté mise en scène qui n'est pas négligeable et à mon avis qui mérite sérieusement d'être analysé aussi à côté. Et alors, oui. Non, si tu permets, juste pour rester dans les incohérences, il y a d'un côté effectivement la revendication par le pseudo-État islamique qui a été réactivée au bon moment. Il y a les déclarations américaines, l'Ukraine n'y est pour rien, au tout début, alors qu'il n'y avait même pas d'enquête ni de suspects interpellés. Et puis on a l'un des suspects interpellés qui a parlé d'une somme d'argent de 500 000 roubles, qui contredit un peu la thèse de Daesh ou de l'État islamique. Et puis on a la fuite, effectivement, où il n'y a pas eu changement de vêtements, etc. Alors si l'idée est qu'il se fasse arrêter par les Russes pour corroborer la version de l'État islamique, moi je comprends que les commanditaires aient cet objectif-là. Mais les exécutants, eux, ils voulaient bien survivre. Donc ils auraient accepté de jouer le jeu de l'égorgement, de Allahu Akbar, etc., mais pas de se faire arrêter par les Russes. Ont-ils été eux-mêmes manipulés par les commanditaires et jetés en pâture? Il y a de fortes chances. Les 4 personnes qui ont actuellement, à ce jour, 11 personnes ont été interpellées par les services de sécurité russes. Les 4 qui ont, en tout cas, selon les vidéos que l'on a vues tirer, et encore 7 personnes qui ont participé à l'organisation et à la mise en œuvre de cet attentat.
Ces 4 personnes ont un profil assez particulier. Ce sont des personnes qui ont peu d'éducation, qui sont assez jeunes, qui sont en situation quand même plus ou moins de précarité. Donc, il est tout à fait possible qu'un bon travail de manipulation derrière ait permis de les mettre en œuvre. Ensuite, ces gens, quand ils ont été interpellés, n'ont absolument pas du tout revendiqué aucune appartenance à l'État islamique. Surprenant, parce qu'en général, quand vous interpellez des membres de ces organisations, ils le revendiquent. Ça fait partie en quelque sorte de leur gagne-pain. C'est qu'ils ont besoin de montrer l'activité de leurs cellules, ce qui permet de faire venir les financements. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de revendication est quand même extrêmement surprenant. Certains parlaient de drogue, qu'ils auraient pris cette fameuse drogue que prenaient les combattants du soi-disant État islamique. J'ai oublié le nom. Mais une drogue qui fait que pendant que l'effet est actif, et ben en fait, on est déconnecté de toute empathie, de toute émotion, etc. Et qu'on est davantage manipulable que quand on est sobre. C'est tout à fait Le possible. captagon, le captagon. Voilà, Il c'est tout élimine à la fait peur et il possible. élimine l'empathie. On se souviendra que même lors de la Première Guerre mondiale, on faisait aussi boire les soldats parfois avant de les envoyer à la baïonnette, Oui. au fusil, à les faire massacrer. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc il est possible qu'ils aient été manipulés et conditionnés, surtout qu'on va dire qu'ils ont été choisis un peu pour leur faible résistance psychologique et leur faible capacité d'analyse et de réaction par rapport à la situation. Derrière cela, on a encore d'autres questions qui s'enchaînent parce que tout d'abord, qui est derrière l'État islamique en général, puisqu'on voit que derrière ce nom très particulier, il y a des réalités extrêmement diverses. Et on se souviendra, il y a quelques années, à l'époque de la guerre en Syrie, lorsque celle-ci était extrêmement active, on avait vu une tentative de normalisation de l'État islamique qui avait été lancée notamment dans les médias américains par la création, notamment pour les juristes, ils essayaient de comprendre une espèce de juridicisation de l'État islamiste et vous aviez quand même des universitaires américains qui commençaient à lancer l'idée que l'État islamiste était une entité juridique et politique comme une autre. Ça n'a pas marché, mais la tentative a été faite. Donc, on comprend quand même derrière que il y a des liens très forts entre certains pays occidentaux, les États-Unis et la Grande-Bretagne notamment, et ces cellules actives sous le nom de État islamique. On se souviendra quand même de tous ces pick-up qui arrivaient dans les mains des cellules islamistes en Syrie. Donc, les liens sont quand même assez forts. On se souvient aussi que jusqu'à maintenant, certaines régions en Syrie sont toujours aux mains à des réseaux, notamment aux mains des groupes islamistes et protégées par l'armée américaine. Donc, le lien entre État islamiste et la Grande-Bretagne et les États-Unis existe. Il est reconnu, même s'il n'est pas de bon ton de l'affirmer. Donc, ce qui est amusant aussi, c'est lorsque les Américains mettent tout de suite sur le dos de l'État islamiste, ils revendiquent presque en fait ce qui s'est passé. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant après derrière à analyser, puisque le comité d'enquête a déclaré qu'ils allaient chercher tous les commanditaires. Oui, alors j'ajouterais juste un autre État, parce que ça a été avancé par beaucoup de gens, et je pense à juste titre, Israël, pour différentes raisons. C'est qu'au moment de la guerre civile en Syrie, lorsque des combattants du soi-disant État islamique étaient blessés, ils étaient exfiltrés et envoyés dans des hôpitaux israéliens pour être soignés. Et puis on les renvoyait sur le champ de bataille. Et que Israël n'a jamais été la cible d'un attentat ou d'une attaque du soi-disant État islamique. Donc c'est quand même assez bizarre de voir que même aujourd'hui, au moment où il y a un génocide à Gaza, l'attaque se passe à Moscou et pas. Alors on l'a fait nulle part. Le but n'est pas de dire ça aurait été mieux que ce soit ailleurs, que ce soit nulle part, ça aurait été mieux. Mais le fait est que c'est à Moscou et pas à Tel Aviv. Et donc on pourrait ajouter voilà un troisième étape, peut-être parmi ceux qui contrôlent directement ou indirectement ce groupuscule-là, qui est une nébuleuse en réalité, puisqu'on peut imputer n'importe quoi à l'État islamique dès le moment que ça arrange le narratif. Mais c'est un instrument en fait.
C'est un instrument qui permet de faire le sale boulot que l'on ne peut pas faire soi-même. Et l'on voit très bien que derrière, peut-être soit il devait être tué par la Russie, et comme ça aurait réglé la question, il n'aurait pas pu être interrogé, soit tout a été fait finalement, on a l'impression, pour que soit il soit tué par la Russie lorsque les forces de sécurité allaient intervenir pour régler la situation, soit pour qu'il soit tracé, pas perdu, et récupéré et donc pris derrière, parce que finalement, il est vrai qu'ils ont en quelque sorte le profil de l'emploi. Pour dire que finalement, regardez, c'est bien des islamistes, ce ne sont pas du tout des Ukrainiens. Et ce qui permettait derrière d'éviter la question qui allait se poser s'ils avaient pu tranquillement repartir directement vers l'Ukraine. Alors, le problème, comme on a dit, c'est que oui, ils se dirigeaient vers l'Ukraine. 2, il y en a un qui avait déjà servi dans l'armée, ou qui servait en tout cas dans l'armée ukrainienne. Et 3, ils avaient déclaré eux-mêmes que ils attendaient, ils avaient une fenêtre pour passer la frontière. Donc, le scénario bug un peu, et ce qui est amusant, c'est que cette cellule qui a une page sur Telegram absolument inconnue, qui est connue en fait parce que c'est extrêmement rediffusé soit par les médias ukrainiens, soit par les médias américains, dès qu'ils sortent quelque chose, et vient de sortir une nouvelle revendication disant que il y aura à nouveau des attentats en Russie parce que la Russie non seulement a interpellé les pauvres petits quand même qui ne faisaient que leur travail, mais que en plus elle les traite mal. Je pense que les familles des victimes apprécieront. Ouais. Alors, faut rappeler que c'est pas la première fois que l'Ukraine commet des attentats terroristes sur le territoire russe. Le plus célèbre étant celui qui avait provoqué la mort de Daria Dugina, et qui peut-être visait les deux, autant le père que la fille. Et là, la terroriste qui a placé la bombe et tout a été exfiltrée, probablement en Occident, je pense pas en Ukraine, en Occident. Et là, aujourd'hui, on a ce schéma où les 4 terroristes fuyaient vers la frontière ukrainienne. Alors, il est évident que l'Ukraine n'en voulait pas. Et donc, d'après ton hypothèse, ton analyse, alors soit le but était qu'ils soient tués par les Russes, ce qui me semble assez stupide, les Russes n'avaient pas intérêt à les tuer, au contraire, à les arrêter, soit qu'ils soient arrêtés et ça nourrirait le narratif de Daesh. Alors maintenant, quel est l'objectif de l'Ukraine et des alliés occidentaux? Est-ce d'obliger la Russie à ouvrir un deuxième front, à la mener à entrer en lutte contre le djihadisme en Asie mineure, etc., pour créer un deuxième front? Ou bien d'alimenter les tensions interethniques à l'intérieur de la Russie. Parce qu'on a vu aujourd'hui certains débiles de l'extrême droite russe qui ont commencé à pointer du doigt tous les Tadjiks, tous les immigrants, etc. C'est ce que peut-être veut l'Ukraine. Tout à fait. À mon avis, c'est plutôt la deuxième solution, cette volonté d'essayer de faire imploser la Russie en rejouant la carte ethnique, comme ça avait été le cas à l'époque des guerres de Tchétchénie d'ailleurs. Et en revanche, je ne pense pas que ça marchera parce que, la Russie ne croit absolument pas du tout à la version État islamique, mais absolument pas. Il y a beaucoup trop d'incohérences pour cela. Ensuite, la population, à part certains groupes extrémistes, mais ça, malheureusement, il y en a partout, la population est quand même extrêmement unie. Et les dirigeants des pays d'Asie centrale ont été les premiers à condamner cet acte de terreur, à proposer leur aide dans l'enquête s'il y a besoin, etc., et à dire qu'ils soutenaient la population russe et qu'ils étaient avec les Russes. Donc, à part, on va dire, quelques cris de quelques extrémistes, lorsque l'on est à Moscou ou qu'on se promène dans la rue, il n'y a pas une tension interethnique. Ça ne se sent pas. Les relations entre les gens, les relations humaines restent saines. Et ça, c'est fondamental. Donc, je ne pense pas que ça va marcher. Après, il me semble quand même effectivement, mais que cherche l'Occident, parce que ces derniers temps, il y a, à mon sens, une certaine accumulation d'erreurs stratégiques qui est commise quand même de la part de l'Occident. Si je les prends un peu dans le désordre, on a l'impression que tout est fait pour vouloir réveiller la Russie. Tout est fait pour vouloir réellement que la Russie finisse par réellement faire la guerre en Ukraine et qu'elle règle la question.
alors que jusqu'à présent, elle y va tranquillement. Et on voit les cibles sur Belgorod. L'intensification incroyable du nombre de missiles qui sont tirés, des dizaines par jour, qui sont tirés sur des cibles civiles, sur des habitations, sur des jardins d'enfants, sur des espaces de jeux pour enfants, sur des immeubles civils. On voit de la même manière cet acte de terreur absolument ignoble qui est réalisé. Et puis, il y a récemment eu des attaques également à la frontière de Belgorod par la soi-disant Légion de libération de la Russie également. Donc, il y a une forme de synchronisation. Les attaques en Crimée, qui est notamment la Légion et l'attentat. Enfin, qui est composé de très peu de Russes, en fait. Parce que il y a eu des déclarations comme à droite, à gauche, disant que voilà, les Roumains étaient là-bas, enfin bon, bref, chacun y est. Donc, c'est en fait une sorte de marque de vente, la Légion russe. Et il y a donc effectivement, on a l'impression que tout est fait pour que finalement la Russie change. Et le discours commence à changer, parce que même Peskov, qui est quand même le roi de la mise en place des conditions favorables de la négociation, de tous les retraits hyper méga stratégiques, qui a créé aussi au début du conflit la catégorie des grands patriotes, pour ceux qui étaient partis. Bon, bref, on ne peut quand même, on va dire, la voix de ce clan libéral qui aime la Russie quand même, mais qui aime beaucoup l'Occident aussi, notamment qui a des enfants en Occident, etc. Et même lui a été lancé quand même pour devoir dire que s'il y avait une opération spéciale au départ, maintenant la Russie est en guerre. Parce que l'Occident est rentré dans la guerre contre la Russie. Donc la Russie aussi est en guerre maintenant. Et l'on voit ce changement de rhétorique qui entraîne petit à petit aussi un changement de stratégie. Donc, la question qui se pose, c'est en quoi cela sert-il l'Occident ? La première grosse erreur qui a été commise, ça a été le Maïdan de 2014 en Ukraine. Parce que tout vient de là. S'ils avaient laissé tranquillement pourrir la situation politique en Ukraine, à terme, tranquillement, l'Ukraine aurait glissé vers l'Union européenne et vers l'Occident. Tranquillement. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que l'Occident, les États-Unis, l'Europe, enfin leurs satellites, n'ont pas besoin de récupérer l'Ukraine. Sinon, ils auraient continué ce jeu politique qui était extrêmement efficace. Ils ont besoin de faire tomber la Russie. L'Ukraine, ils s'en moquent. Donc, ils l'utilisent. Donc, ils provoquent. Ils ont besoin de réveiller la Russie, à la fois d'essayer de réveiller les tensions ethniques intérieures, comme tu l'as dit très justement, et à la fois d'essayer de vouloir réellement lancer ce conflit armé en estimant que la Russie a une telle révérence pour les pays occidentaux que jamais elle va y aller. Parce que s'ils imaginent réellement qu'elle va y aller, à mon avis, ils réalisent pas l'état de leur faiblesse. Parce que combien d'hommes, à part les grandes déclarations de Macron, combien d'hommes peuvent réellement être envoyés sur le front ? Ils sont en train de construire une base en Roumanie, mais ils sont en train de la construire. Et il faut encore derrière tout faire. Et d'ailleurs, paradoxalement, d'après certains experts, le maximum qu'ils peuvent mobiliser en état de combattre, autant mentalement que physiquement, c'est à peu près 50 000 hommes, ce qui n'est rien par rapport aux forces en présence. Et paradoxalement, les armées les plus puissantes en termes de mobilisation et de préparation à la guerre, ce n'est ni l'armée française ni l'armée anglaise, mais c'est des armées comme la Finlande, la Suède, la Pologne, qui pourront rapidement fournir des contingents importants. Parce que ce sont des pays qui sont restés un petit peu en marge de tous ces processus et pour des raisons idéologiques aussi, n'ont pas été obligés à démilitariser réellement, complètement, parce que se sont toujours restés dans l'idée de ce combat atlantiste contre la Russie vers l'Est, ce sont restés des zones tampons qui étaient importantes pour protéger le monde occidental. Et le mythe de la neutralité est complètement tombé partout et le tampon est devenu une base avancée pour lutter contre la Russie. Mais soyons réalistes, il y a peu de chances que cela tourne à l'avantage de l'Occident, parce que d'un côté, vous avez
les Russes qui défendent leur terre et leur intérêt vital. De l'autre côté, même si vous envoyez des Français ou des Américains, ils défendent autre chose. Donc, ils se battent pas de la même manière. C'est pas le même enjeu derrière. Mhm. Alors, vous dites que ce qui est attendu des Russes, c'est que cet attentat provoque un changement dans la manière de faire la guerre. C'est que c'est un peu voulu. On provoque la Russie, on la titille, on l'attaque de différentes manières. Alors, si la Russie le fait et qu'elle s'énerve, comme vous dites, etc., elle joue le jeu des Occidentaux, de fait. Et puis la deuxième question, si jamais l'enquête est menée jusqu'au bout et qu'on arrive à identifier les commanditaires et qu'ils se trouvent à Kiev, à Londres et à Washington, que fera la Russie? Va-t-elle organiser des attaques ciblées contre ces personnes? Ou va-t-elle se contenter de liquider les commanditaires ukrainiens en laissant de côté les commanditaires occidentaux? Alors, en ce qui concerne la première question, on entend souvent que oh, mais la Russie se trompe, la Russie a tort parce que si elle joue le jeu de l'Occident. On va dire ça autrement. Rappelons-nous quand même déjà les accords de Minsk. Elle a rien fait. Elle a laissé faire justement l'Occident. On a su à quoi ça a servi derrière. À gagner du temps pour renforcer la capacité militaire de l'Ukraine. Maintenant, voyons les choses si différemment. En 2022, avant que la Russie réponde avec l'opération militaire spéciale, il ne faut pas oublier que c'était une réponse. Avant que la Russie réagisse, il y a eu quand même des tirs, une intensification des tirs phénoménale sur Donetsk, qui était sous une pluie de feu. Il y a eu des tirs sur le territoire russe de Belgorod et de Koursk. Que se serait-il passé si la Russie n'avait pas réagi? Si la Russie n'avait pas réagi, le Donbass aurait été massacré et lessivé, et le combat se serait déplacé militairement sur le territoire russe. Donc, le problème n'est pas de savoir est-ce qu'elle fait le jeu de l'Occident ou pas. La question étant de savoir que veut l'Occident aussi. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui veut absolument la guerre parce qu'il veut vous détruire, et la question a été posée très clairement en Occident. Ils attendent une défaite stratégique de la Russie. Si vous vous défendez pas, vous leur permettez de réaliser beaucoup plus facilement ce que vous faites. Donc en fait, la Russie ne fait pas le jeu de l'Occident. Atlantis, simplement, la Russie défend son intérêt national parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de se suicider. Tout simplement. Oui, mais elle le défend dans une perspective très particulière, parce qu'en stratégie, il est très important d'avoir l'initiative. Or, le fait est que après la contre-attaque désastreuse des Ukrainiens, la Russie a repris l'initiative sur le champ de bataille, après Avdiivka et puis village après village. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'Occident, à travers l'Ukraine et à travers cet attentat, cherche à reprendre l'initiative et à amener la Russie vers un schéma déterministe où elle n'a d'autre choix que de réagir et d'entrer dans l'escalade davantage. Donc oui, la Russie fait ce qu'elle doit faire, mais elle fait ce qu'elle doit faire dans la réaction, là encore. C'est toujours, donc en fait, elle n'a plus l'initiative. On prend un cran avant, l'Occident a été amené à agir comme ça parce que il a perdu l'initiative et que la Russie a repris l'initiative. Donc tout est une question d'action et de réaction, c'est normal, il y a plusieurs acteurs. Comme il y a plusieurs acteurs, il y a toujours. La question étant de savoir à partir de quel moment on met le curseur. À un moment, c'est l'un qui a l'initiative, après c'est l'autre. C'est tout à fait normal. L'Occident lance ses attaques aussi, pourquoi? Parce que objectivement, ils peuvent pas mettre 200 000 hommes sur la ligne de front. Donc, ils peuvent envoyer faire des attentats meurtriers. En plus, en essayant derrière de produire le discours selon lequel c'est la faute de la Russie. Regardez comme la Russie ne sait pas défendre son territoire. Regardez comme la Russie est faible. C'est parce que la Russie est corrompue. C'est parce qu'ils s'intéressent pas à leur peuple. Tout ça, c'est aussi pour produire un certain discours intérieur. Mais surtout parce qu'ils sont incapables de réellement se battre. Alors, la question de savoir, est-ce que réellement ils emmènent la Russie sur le front ou pas? Sur le front, ils sont perdants. Je suis pas sûre qu'ils veulent emmener la Russie sur le front. À mon avis, ils veulent aussi surtout la dissuader. Si vous allez continuer à avancer sur le front, nous, on va continuer à faire des attentats à l'intérieur. C'est aussi ça. Parce qu'on est face à une bande qui se conduit, en fait, comme une bande de mafieux. Il faut appeler les choses par leur nom. Ils défendent leurs intérêts très particuliers de cette caste qui est au pouvoir. Ils ne défendent pas l'intérêt national des pays, en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Ils défendent leurs intérêts très particuliers qui ne peut être défendu que dans la mesure où la Russie perd. Et pour ça, ils sont prêts à sacrifier les pays européens. Ils sont prêts à sacrifier la Grande-Bretagne, les États-Unis, parce que c'est leur existence personnelle comme entité gouvernante qui les intéresse. C'est pas les populations en Europe. De toute façon, regardez les discussions sur les plateaux même de LCI en France, qui expliquent que la Russie ne présente aucun danger militaire à l'intérieur des frontières françaises. Et c'est justement pour ça qu'il faut envoyer des soldats français se battre sur le front ukrainien. Logique, non? Donc, On a ils l'habitude. défendent quels intérêts? Ils vont pas défendre les intérêts de la France. Donc, on en revient à la question. La Russie ne joue pas le jeu. Elle réagit, oui, elle réagit parce qu'elle a provoqué ces réactions puisqu'elle avait repris la main. Et les autres ne veulent pas qu'elle aille sur le front parce qu'ils savent très bien que ça va être très, très compliqué pour eux sinon, derrière. Alors, concernant les commanditaires, alors, imaginons que l'enquête russe arrive à déterminer clairement les commanditaires. Premièrement, personne en Occident ne va reconnaître les résultats de l'enquête. On dira que les suspects ont été torturés, que Poutine est un menteur pathologique, que c'est une seconde nature, etc., et qu'on cherche à tout prix à déplacer le problème, etc., que c'est de la propagande. Alors, dans un schéma de non-reconnaissance des conclusions de l'enquête de la part de l'Occident, la Russie peut-elle quand même enclencher les opérations nécessaires pour punir et châtier les commanditaires qui se trouvent en Occident, en Ukraine? C'est difficile, c'est clair. Objectivement, c'est extrêmement difficile. À mon avis, cela va dépendre de la manière dont l'Occident va continuer à se comporter. C'est-à-dire que si l'Occident continue à favoriser, entretenir, développer des actions terroristes sur le territoire russe, contre les civils russes, il y a un moment donné où la Russie va se moquer éperdument de l'image qu'elle pourra avoir en Occident à un moment donné, parce qu'elle va défendre ses populations. Et dans ce cas-là, effectivement, oui, elle pourra réagir contre les commanditaires. Comment concrètement, ça, personne ne le sait. Mais il y aura dans ce cas-là effectivement une réaction et la chaîne de responsabilité ne sera pas pudiquement perdue à la sortie de Kiev. Cela va dépendre. C'est une réaction. On est toujours dans un schéma en fait de réaction. Quoi que disent les dirigeants en Europe ou dans le monde anglo-saxon, ils entretiennent ce conflit. Ils font monter la pression. Chacun de leurs gestes, chacune action entraîne une réaction. Donc, une grande partie de ce qui va retomber derrière sur l'Occident va dépendre d'eux. Et pour l'instant, ils ne font qu'une chose, c'est monter et monter la température. Est-ce que eux auront le courage d'aller jusqu'au bout ou se sentant directement touchés, dans ce cas-là, ils auront peur et on va avoir droit à un retour en arrière ça c'est tout à fait possible. Parce qu'on peut pas dire qu'ils soient extrêmement courageux quand même, le petit dirigeant. Donc, même si Macron joue à faire de la retouche photo pour se sentir un petit peu plus musclé quand même. Sinon, dans la réalité, quand il n'y a pas les retouches photos, on n'est quand même pas très très servi. Donc, tout va dépendre de la façon dont ils vont se comporter. La Russie, a priori, n'a pas envie, elle le fait comprendre dès le début, elle n'a pas envie de diffuser le conflit. Elle n'avait même pas envie de ce conflit en principe, d'ailleurs, et ça se sent. Elle traîne, elle a du mal. Bon, elle y va un peu contre sa volonté parce que bon, il faut y aller, quoi. D'ailleurs, là, par rapport à cet aspect-là, le fait que Dimitri Peskov a parlé de guerre, enfin, au lieu de parler d'opération spéciale, militaire spéciale, alors beaucoup disent que, au fait, c'est du verbiage, parce que qu'est-ce que la Russie pourrait utiliser qu'elle n'a pas déjà utilisé contre l'Ukraine, mis à part le nucléaire? Les missiles balistiques, c'est déjà le cas. Les chars, c'est déjà le cas. Les bombardements avec des bombes FAB 500 et FAB 1000, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, que peut faire la Russie de plus qu'elle n'a déjà fait? Donc c'est un peu l'argument qui est mis en avant par certains, pour dire que la Russie ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle fait maintenant en Ukraine. La Russie a une armée de combien? 1 million et quelques personnes, c'est ça? Oui, mais pour couvrir tout le territoire de la Russie également, voilà. les frontières. Et il y a combien de personnes sur le front actuellement? Environ 200 000. Voilà. Donc, le problème, c'est que les analystes aujourd'hui ont une vision extrêmement postmoderne de la guerre. Ils sont pas revenus, on va dire, dans le cadre de la guerre traditionnelle qui est en train de se jouer en Ukraine.
actuellement. C'est une guerre d'hommes et de territoire. La Russie, actuellement, ne cherche pas à aller très loin au niveau du territoire. Elle cherche à sécuriser. Ce que la Russie peut faire, c'est changer sa conception par rapport au territoire ukrainien. C'est-à-dire ne plus considérer que les territoires qui sont rentrés sont ceux qui sont rentrés et qu'elle doit gérer. Elle doit considérer, et elle commence à le considérer, que l'Ukraine, en tant que telle, dans la mesure où elle existe en tant qu'État en dehors de la Russie, présente en soi un danger pour elle. Et ce changement, dans ce cas-là, n'entraîne pas le lancement de quelques missiles, comme c'est fait depuis longtemps. Dans ce cas-là, ça change la conception derrière, qui est celle, le but étant de la reprise, dans ce cas-là, du territoire ukrainien. Et là, ça va changer très, très sérieusement la donne au niveau des conséquences géopolitiques. Pourquoi le monde occidental n'a jamais pu digérer la Crimée? Parce que c'est la première fois où le monde global ne s'est pas étendu, mais il s'est replié. Et ça n'a jamais été pardonné. C'est pour ça que les accords de Minsk n'ont jamais pu être appliqués. Le monde global ne peut pas accepter d'être réduit. Il doit toujours être en expansion puisqu'il est l'image du bien, l'image même de ce que toutes les populations veulent, s'il n'y avait pas ces méchants dictateurs sur place dans les pays qui les empêchaient de rejoindre le paradis. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont rentrés au paradis ces derniers temps, effectivement. Oui. Mais ils sont plus sur Terre pour le voir. Oui. Donc, et puis, c'est vrai que la guerre est éminemment il y a eu le même paradis aussi. Dire que le monde occidental a une vision très directe du paradis quand même qu'elle propose. Donc, le risque derrière pour l'Occident, c'est effectivement de voir son territoire très sérieusement reculer. Parce que, historiquement, on a déjà vu qu'à chaque fois que l'Ukraine a existé à quelques années indépendamment en dehors de l'État russe, quel que soit le nom que portait la Russie à ce moment-là, il a toujours été instrumentalisé par la Grande-Bretagne, par la France, notamment par l'Allemagne, par la Pologne, contre la Russie. Systématiquement. Par l'Autriche-Hongrie, pardon. Systématiquement. Donc, l'histoire se répète. Et en général, derrière, à un moment donné, l'Ukraine, elle est rentrée. Et ça s'est calmé. Il y a de fortes chances que finalement la Russie décide de faire cela. Après, la question qui se pose et qui va se poser derrière, et si elle fait ça de toute façon, qu'est-ce qui l'empêche, dans ce cas-là, de réellement réintégrer les territoires qui veulent rentrer? Qu'est-ce qu'on se pose avec l'Abkhazie? Ils attendent que ça. Je ne sais pas combien de fois ils ont demandé, mais récupérez-nous, c'est plus possible. La question va se poser avec également l'Ossétie. Réunir. Pourquoi on a pu réunir l'Allemagne? Pourquoi on ne peut pas réunir l'Ossétie? Donc, il peut y avoir au niveau du changement, un changement politique qui n'a rien à voir avec le lancement d'un peu plus de missiles ou d'un peu moins de missiles et qui est beaucoup plus efficace. Pour l'instant, la Russie ne joue pas cette carte de reconstitution du territoire sur la volonté des populations locales, rappelons-le quand même, et non contre la volonté des populations locales. Donc là, ça serait un pas qui serait, à mon avis, faisable, et il y a de fortes chances qu'effectivement, on se dirige vers cela. Alors maintenant, on peut passer à un autre volet. En attendant d'avoir d'autres informations, on va revenir sur l'attentat la prochaine fois. Alors maintenant, l'autre volet, celui des élections présidentielles russes qui ont vu une large victoire, attendue d'ailleurs par tout le monde, autant en Russie qu'à l'étranger, de Vladimir Poutine. Alors, certains parlent de mascarade, de fausses élections, on connaît très bien le narratif sur les LCI, BFM TV, etc. Alors qu'en est-il concrètement sur le terrain? Puisque vous êtes à Moscou, je le rappelle. Tout à fait. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été une surprise. On peut pas dire que le résultat ait particulièrement été étonnant. On peut pas dire non plus qu'il y a eu un suspense phénoménal pendant la campagne électorale. Mais il y a eu certains éléments qui étaient intéressants, quand même. Tout d'abord, la question du candidat des gens nouveaux, qui était le candidat libéral, et qui a récupéré les voix d'ailleurs un petit peu des libéraux au début, mais à mon avis c'est terminé pour lui là-dessus d'ailleurs. J'explique pourquoi derrière. Et il a flirté un peu avec la question de la paix, sans préciser dans quelles frontières. Le discours était extrêmement glissant.
Mais finalement, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que après les résultats, lors des cérémonies et des fêtes organisées dans le pays pour les 10 ans du rattachement de la Crimée à la Russie, on a vu les quatre candidats aux élections présidentielles ensemble sur la scène autour de Poutine, reconnaissant la victoire déjà, et ensuite apportant leur soutien, et notamment en ce qui concerne la Crimée. Donc, ça a réglé la question de tenter une certaine dissociation des candidats en période aussi complexe qu'actuellement. Autre chose intéressante, si tout le monde effectivement s'attendait aux résultats, l'on a vu un certain report des voix des communistes et des LDPR vers Vladimir Poutine, parce que c'est vrai que ces candidats ont fait des scores beaucoup plus bas qu'ils ne font normalement. Donc, situation oblige, le pays est en danger. Pour l'instant, on fait front. Les dissensions politiques viendront après. C'est pas le Bon, moment. ils ont fait un résultat largement inférieur parce qu'ils ont été décapités par l'histoire. Je veux dire, Zhirinovsky, qui était la figure du LDPR, est mort, malheureusement, et les gens votaient pour lui davantage que pour le LDPR. Et pareil pour le Parti communiste, il avait des scores importants à l'époque où il y avait, comment il s'appelait, C'est Zyuganov qui était là. Zyuganov. Voilà, mais Quand il y avait Zyuganov Zyuganov qui aurait était pu le y aller, candidat mais du il Parti comprend communiste. très bien aussi qu'il n'y avait aucun intérêt à y aller. Il est toujours. Oui, tout à fait. Donc il n'y avait aucun Oui, mais il a intérêt, compris. parce que de toute façon, le but, c'est pas réellement de faire concurrence. Le but, ça a été quoi? Ça a été surtout de faire voter les nouveaux territoires. Mhm. Et c'est là où le vote était vraiment important. Et ce que ça a montré, c'est que le soutien était massif, à la fois au niveau du nombre de personnes qui se sont déplacées, parce qu'on est quand même en moyenne 80% de participation dans les nouveaux territoires. Et on est à peu près à 80% de vote pour Poutine aussi. Donc, il y a eu cette confirmation. Et là, le discours du rattachement par la force, des gens qui votent avec un fusil sur la tempe, etc., ça marche pas. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'à l'étranger aussi, les gens ont majoritairement voté et ont majoritairement voté pour Poutine. Je pense pas qu'aux États-Unis, on les forçait à aller voter pour Poutine. Mhm. Des doutes, Même hein. en Biden, France, à mon devant le avis, consulat, il y avait voilà, des files d'attente pour voter, tout un peu à fait. partout. Voilà. Donc, en fait, ces élections ont servi à confirmer le fait que, après 2 années de guerre, le peuple russe est derrière le président. Le peuple russe veut défendre l'intégrité territoriale du pays et le peuple russe veut défendre l'intérêt national. Et c'est pour ça que le peuple russe s'est pris l'attentat de Crocus City Hall en pleine figure. Ça a été Donc, une c'est une manière espèce de de punir le peuple russe. tout à fait. D'accord. C'était à mon avis, parce que c'est extrêmement lié, c'était une vengeance qui a été faite directement derrière. D'accord. Je pense même que le peuple russe est prêt à aller au-delà de la question de l'intégrité territoriale, parce que je pense que quasiment tout le monde en Russie a compris que c'est une guerre menée contre la Russie en tant que telle, contre le monde russe, contre ce que représente le fait d'être russe. Que désormais, il paraît évident que c'est une guerre existentielle, je veux dire, pour les Russes, qui va au-delà des quelques kilomètres carrés annexés ou d'autres choses. Tout à fait. De toute manière, et tout le monde le dit en Occident, quand on écoute les dirigeants, c'est toujours en filigrane. On ne peut pas se permettre de laisser la Russie gagner. Sinon, nous, on va disparaître. Nous, on va disparaître. Ça ne veut pas dire que la France va disparaître. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne va disparaître. Ça veut dire que ces institutions globalistes, ce pouvoir globaliste qui occupe les pays européens, risque de disparaître. Et ça, c'est très clairement dit quand on écoute les dirigeants. Donc c'est existentiel en fait des deux côtés. Mmh. Alors maintenant, pour conclure avec Macron, alors on ne va pas réitérer ce qu'on a déjà dit lors du précédent entretien, vu qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça c'est pas Mais amélioré non plus d'ailleurs. tout à fait. Bah, d'ailleurs, d'après certaines sources, il aurait même renforcé sa garde présidentielle. Comment les propos de Macron sont-ils perçus en Russie? Sont-ils pris au sérieux ou comment? Il y a, on va dire, beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Tout d'abord, la première question qui se pose ici, c'est mais il veut quoi? Deuxième question, il représente qui? Et troisième question,
Il va vraiment envoyer des gens? Pour faire quoi? Donc, il y a pour l'instant, on va dire, un certain étonnement, une position assez dubitative, mais très, très, très observatrice. C'est-à-dire que, malheureusement, l'image de la France a chuté en Russie. Bon, malheureusement, il n'y a pas qu'en Russie où elle a chuté ces dernières années, mais en Russie, vraiment. La France était toujours considérée historiquement comme à la fois un modèle de civilisation, une certaine culture, un certain mode de vie, cette espèce de fausse légèreté, mais avec aussi un élan intellectuel. La France a jamais été considérée comme une nation particulièrement guerrière non plus. Donc il y a eu des moments, effectivement, Napoléon, mais sinon, en général, ça s'est quand même assez mal fini. Et l'on se souviendra que si aujourd'hui on lit des ouvrages concernant la Première Guerre mondiale, si on écoute des chansons sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple en France, ce sont généralement soit des chansons d'amour, soit des textes qui sont à l'honneur des déserteurs. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait cette culture guerrière en France. Et ce décalage entre un discours complètement guerrier qui pose en plus on va dire, un danger de la patrie qui est complètement faux, et la réalité de l'état d'esprit français surprend énormément. Et c'est vrai que je pense que ça surprend aussi beaucoup de Français qui sont un peu sous Oui, le choc. On dit, mais c'est pas nous, ça. Qu'est-ce qu'on veut de nous? Qu'est-ce qu'on doit aller faire là-bas? On n'a rien à y faire. Effectivement, ils ont rien, les Français n'ont rien à faire sur le front ukrainien. C'est pas leur guerre. Si les élites globalistes ont besoin de cette guerre, eh ben, qu'elles y aillent. Elles-mêmes, physiquement, personnellement. Mais ça réglera la question assez rapidement, d'ailleurs. Donc, elles n'iront pas. après, le problème, c'est que Ensuite, l'armée professionnelle obéira aux ordres. l'armée professionnelle n'aura pas le Autrement. choix si on Voilà, les c'est envoie. ça. C'est ça le problème. Ouais. Autant pas. Non, je disais qu'ils n'auront pas le choix, malheureusement. Alors, Voilà. pour mobiliser la population française, c'est exclu. Naturellement, tous les Français sont contre, en tout cas la majorité. Ouais. Mais l'armée régulière, elle ira. Elle n'a pas le L'armée choix. régulière, elle ira. Le problème, c'est que derrière, on met en place un engrenage. Parce que le discours complètement faux qui est distillé dans les médias français, selon lequel, ne vous inquiétez pas, on envoie juste quelques professionnels, vous, votre vie ne va absolument pas changer, c'est vraiment, on va dire les choses comme elles sont, c'est prendre les gens pour des cons. Parce que personne ne sait où ça va s'arrêter. Si vous envoyez un contingent réellement, parce qu'il y a déjà des militaires français en Ukraine, tout le monde le sait, mais pour l'instant, normalement, en tout cas normalement, ils sont pas franchement nombreux et ils sont pas une arme à la main en train de se battre directement. Si vous envoyez des hommes, des militaires français, de l'armée régulière, des armes à la main, se positionner, et donc ils vont devenir des cibles, et vous n'allez pas réagir derrière quand ils vont se prendre un missile sur la tronche. Donc vous allez devoir réagir. Donc vous allez rentrer en guerre. Et si vous entrez en guerre, la Russie, elle va réagir aussi. Vous allez avoir besoin de mobiliser la population. Il n'y a pas le choix. L'armée française en tant que telle n'est pas suffisamment nombreuse pour intervenir dans une guerre traditionnelle. Donc, dire aux Français que surtout vous inquiétez pas, on va envoyer quelques personnes qui vont gentiment se faire buter parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont signé pour, c'est un peu exactement en substance ce qu'explique le commandement armé, le haut commandement armé français, que de toute façon ils n'ont pas le choix, ils ont signé un contrat. Super. Et que vous, tranquillement, vous allez pouvoir continuer votre vie, c'est pas vrai. La guerre, elle s'arrête pas parce que, malheureusement, les militaires qui ont signé, qui n'ont pas le choix, effectivement, eux doivent aller se sacrifier pour des abrutis qui sont là pour défendre leurs intérêts. Donc, le risque derrière, c'est un engrenage. Et ça va pas s'arrêter, tout simplement. Karine Bécheguelovko, merci infiniment, toujours optimiste pour la fin. Oui. Donc, on se donne rendez-vous prochainement. Au fait, dès qu'on aura du nouveau, un truc sérieux à partager et à décrypter, on conviendra d'un nouvel épisode. Merci infiniment, Karine Bécheguelovko, et courage et prenez soin de vous. Merci Surtout. et merci à vous tous et aux auditeurs. À tout le monde aussi bon courage. Nous vivons une période pas très simple mais passionnante. Exactement. Prenez soin de vous également et à très bientôt pour un nouvel épisode.